En 2011, Sony attaque en justice un jeune hacker connu sous le nom de GeoHot. Et le mec n'a pas juste bidouillé une console pour le fun. Le gars a réussi à donner accès à tout le monde de jouer à n'importe quel jeu gratuitement. Ah bah ça pour PlayStation, c'est la panique. Et ils veulent le punir sévère. Et Sony va même plus loin. Il récupère les données de tous ceux qui ont visité son site, commenté ses vidéos, envoyé un petit don de soutien. Et donc des milliers d'utilisateurs lambda se prennent des amendes de ouf, se font supprimer leur compte, juste pour avoir liké un truc ou avoir écrit force à toi. Donc en termes de liberté d'expression sur le net, ça craint. Donc là, t'as l'agence tout risque d'internet qui débarque, c'est les Anonymous. Ils décident de venir aider le hacker de 17 ans pour défendre ses droits. Un ado contre une multinationale, il a besoin d'aide. Et tout ça, c'est une histoire vraie qui s'est passée il n'y a pas si longtemps que ça. Peut-être que pour certains d'entre vous qui sont gamers, vous l'avez utilisé. En tout cas, cette affaire a coûté plus de 180 millions de dollars à Sony. Et ça lui a foutu sa réputation en l'air. Mais remontons un peu dans le temps. En 1989, dans le New Jersey, naît un garçon nommé George Francis Hotz. Et très tôt, il développe une relation très malsaine avec la technologie. Pendant que les autres montent des Legos, lui, il démonte des télécommandes, de l'électroménager, en fait, tout ce qui a des vis. Et donc, bien sûr, très vite, les ordinateurs deviennent son terrain de jeu préféré. Adolescent, il hack les ordinateurs de son école, il les force tous à jouer la 9e symphonie de Beethoven. Et à ce moment-là, l'administration comprend un truc important, c'est que c'est pas juste un élève curieux. Ça sera un futur problème pour quelqu'un quelque part. Et donc les médias s'en mêlent, et George se retrouve invité au Today. En 2004, il a 14 ans et il débarque à la télé avec un robot qu'il a entièrement conçu et programmé. Le robot est capable de cartographier une pièce et de se déplacer tout seul grâce à des capteurs. À 14 ans, le mec, il a construit un robot. Bon, après, c'est pas le même type de robot qu'on voit en Chine en ce moment là. Je sais pas comme toi, mais moi je te jure, ça me fait flipper ce genre de robot. Et pour revenir à George, donc c'est en découvrant son robot, tout le monde comprend que c'est un surdoué, un génie, un prodige, un gamin dont les idées ont toujours une longueur d'avance. Et on arrive après en 2007, donc le moment phare où Apple balance son premier iPhone. Une petite bombe nucléaire dans le monde de la tech. L'iPhone 2G avec l'écran tactile, il fait téléphone, iPod, navigateur web, tout ça dans le même objet pour 499 $. À l'époque, c'est de la science-fiction. Tout le monde en veut un, mais genre absolument tout le monde. Sauf qu'il y a un hic, c'est qu'aux États-Unis, l'iPhone est utilisable uniquement avec le réseau AT&T. Donc téléphone verrouillé, opérateur imposé, et bien sûr les abonnements sont hors de prix. En plus le réseau il saute tout le temps, ça lag, et tu payes super cher pour ça. Donc c'est un peu le rêve américain, mais version monopole. Et parmi les gens que ça énerve, il y a donc ce fameux George Hotz. Il a 17 ans et il est déjà connu sous le pseudo de GeoHot. Et lui, il ne fait pas que râler sur des forums. Non, lui il prend un iPhone, un tournevis, il se dit ok on va régler ça. Son objectif est simple, c'est de libérer l'iPhone pour qu'il puisse fonctionner avec n'importe quel opérateur. Et pour y arriver, il réécrit les commandes du processus de base. Il soude une puce, il modifie son code, puis il crée un programme sur son ordinateur pour faire sauter le verrou. Et il l'installe sur l'iPhone. Au total, il le fait en moins de 3 mois. 3 mois! Alors qu'Apple, il a mis des années à concevoir l'appareil. Lui, il a rétrogénéré dans sa chambre. George devient ainsi la première personne au monde à jailbreaker un iPhone. Et évidemment, il a annoncé sur son YouTube. Salut tout le monde! Je suis GeoHot. Et ça, c'est le premier iPhone jailbreaké au monde. En découvrant ça, les gens ils pètent un câble. Tous les experts de la technologie sur Internet, ils en reviennent pas. Juridiquement, le jailbreak est légal, mais il ouvre la porte au piratage et aux modifications non autorisées. Quand Steve Jobs est interrogé, il répond que c'est un jeu éternel du chat et de la souris. Les gens essayeront toujours de pirater nos appareils, et notre boulot, c'est de les en empêcher. De l'autre côté, Steve Wozniak, il envoie un message à Hotz pour le qualifier au contraire d'un véritable créateur et d'un pionnier. Il le reconnaît en tant que génie. Donc peu après, George met son iPhone hacké aux enchères. Donc le gagnant, c'est une société spécialisée dans la réparation et la revente des téléphones. En échange du tout premier iPhone jailbreaké de l'histoire, Holtz repart avec une Nissan 350Z qui coûte environ 30 000 $ et 3 iPhone 9 offerts par Apple. Donc finalement, parfois, hacker au bon moment, c'est beaucoup mieux qu'un stage. En fait, pour Hotz, hacker des appareils n'a jamais été une question d'argent, ni non plus une porte ouverte au piratage de tout. Non, dans ses interviews, il explique souvent sa philosophie du jailbreak. Une fois que tu as acheté un appareil, il est à toi, vraiment à toi. Donc tu devrais pouvoir en faire ce que tu veux, sans qu'une entreprise vienne te dire non, ça c'est interdit parce qu'on a décidé comme ça. Et c'est pas con, c'est vrai que t'as acheté le truc, tu l'as payé. Pourquoi t'as pas le droit de faire tout ce que tu veux avec le truc que t'as acheté? Pour lui, le hacking, c'est pas une transgression, c'est une restitution. Rendre à l'utilisateur une liberté que la marque essaie de limiter à coup de verrou. Et tout ça, bien sûr, pour se faire beaucoup plus d'oseille. Lui, il est pour la liberté technologique, vraiment une liberté d'expression, d'utilisation. Vraiment. En gros, pour lui, c'est
pas je casse le système, non, c'est je récupère ce que j'ai payé. Et au fil des années, George Hotz devient une vraie légende dans le monde du hacking. Il publie de nouvelles vidéos, continue ses expériences, il participe à des compétitions scientifiques et il affine ses technologies de jailbreak. Donc like si tu soutiens la liberté de consommation et d'utilisation de tes produits. Dans les commentaires, dis-moi, c'est quoi ta première console? Moi, c'est une PS1 et je vous jure, c'est celle-là, ma première console que ma maman m'a offert en 2000. Cette console vient de la Russie. Et alors dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir l'histoire du gamin qui a failli faire couler Sony? Alors, c'est parti! Et oui, en fin 2009, George Hotz décide de provoquer Sony, parce qu'il en a gros. Et la raison est simple, c'est que depuis des années, la boîte répète partout que la PlayStation 3 est absolument inviolable. Et George, il a un léger problème avec les phrases qui commencent par « impossible ». Et donc il l'annonce publiquement, la PlayStation 3 est sur le marché depuis plus de 3 ans, et personne n'a réussi à la hacker. Il est temps de corriger ça. À l'époque, la PS3, c'est un monument. Elle est dans quasiment tous les salons et tous les hackers qui ont tenté de la faire tomber se sont cassés les dents. George s'équipe donc d'un tournevis, d'un fer à souder et s'enferme dans sa chambre et disparaît du monde réel. Son obsession, c'est l'hyperviseur. C'est le système qui décide de quels programmes ont le droit d'exister sur la console et lesquels vont mourir immédiatement avec un message d'erreur. Donc, il dort à peine, il sort pas de chez lui, il enchaîne des nuits blanches et jour et nuit, il écrit du code. Donc, au début, c'est toujours la même réponse. Une erreur et le chiffre 5. Ça veut dire en gros que ça marche pas. Parce que dans l'idéal, il faudrait que ce 5 soit remplacé par un 0. Et après plusieurs semaines à vivre en décalage horaire avec l'humanité, Hotz assemble enfin un programme complet d'environ 500 lignes de code. Il lance l'exécution et fixe l'écran. Quelques secondes interminables passent, puis le chiffre 0 apparaît. Victoire! En à peine un mois de travail, la PlayStation 3 venait d'être hackée pour la première fois. Et quelque part chez Sony, quelqu'un a très mal dormi ce soir-là. Donc en fin janvier 2010, George Hotz publie les détails de la faille qu'il a trouvée et un peu plus tard, il balance aussi le code histoire que n'importe qui puisse reproduire le hack. Les joueurs s'échangent les tutos, les forums s'enflamment, certains commencent même à créer leur propre mode et patch. Et si jusque-là Apple regardait ce hacker avec un petit sourire, façon ok bien joué gamin, Sony lui non, il choisit l'option bulldozer. Il faut le faire payer. Donc pas de tape dans le dos en mode génie incompris. Pour eux, Hotz est juste un petit insolent qui a osé défier toute une multinationale. Donc ils sortent rapidement une mise à jour pour corriger les failles. Sur les blogs et les forums, la communauté se divise. D'un côté, les fans qui idolâtrent Hotz et de l'autre, ceux qui le détestent, balancent son numéro de téléphone, lui envoient des menaces, des insultes, ambiance harcèlement très malsaine. Après cette tempête médiatique, d'ailleurs, George disparaît pendant un moment. En été 2010, il traverse la Chine en vélo et profite de ses amis. Il se balade dans la nature, il respire, il recharge des batteries. Puis, après les fêtes de fin d'année, il rentre chez lui, il rallume son ordinateur et se dit clairement « Ok, je sais exactement comment démolir la mise à jour de PS3. » Et cette fois, il s'attaque au composant qui agit comme une clé maître, capable d'ouvrir tout le système. Et non pas juste une petite partie. Donc il comprend qu'il n'est même pas nécessaire de casser directement le chargeur de démarrage. Il suffit de lancer un programme ailleurs et de forcer la clé à apparaître là où il veut. Et donc il met à peine 10 minutes pour écrire le code. Et c'est un code décisif. Et à partir de là, la PS3 peut installer d'autres systèmes d'exploitation, lancer n'importe quel logiciel, faire tourner tous les jeux piratés. Mais Hotz sait très bien où il met les pieds. Et pour éviter toute accusation de piratage, il intègre volontairement une protection empêchant le lancement de jeux pirates. Et en février, il annonce officiellement la forteresse PlayStation 3 est tombée. Et cette fois, même Sony, ils peuvent plus rien faire. Il n'y a plus de mise à jour qui marche. Et sur ce coup-là, Sony réagit immédiatement. Dans les bureaux, ils comprennent très vite un truc simple. Chaque mise à jour qui sort sera contournée dans la foulée. Du coup, ils choisissent l'arme lourde. Et en 2011, Sony attaque George Hotz et ses proches en justice, l'accusant de fraude informatique, d'abus et d'aide à la violation du droit d'auteur. La nouvelle fait l'effet d'une grenade. Partout dans le monde, on apprend qu'un mec d'une banlieue américaine a mis en difficulté un géant mondial. Les geeks se ruent sur son site pour télécharger le code tant qu'il est encore en ligne. Ah, c'est la panique générale. La Electronic Frontier Foundation entre alors dans l'arène et démonte la logique de Sony. Selon eux, l'entreprise continue de revendiquer un contrôle total sur une console qu'elle a déjà vendue. Donc ça veut dire en gros que même si l'objet t'appartient, t'as payé pour lui, on te dicte quand même ce que t'as pas le droit de faire avec. Pour l'EFF, ça ressemble très fort à une violation du premier amendement de la Constitution américaine. En gros, d'où quelqu'un doit te dire comment utiliser un truc que t'as acheté. En face, d'autres crient au danger. Oui, Hotz a mis des protections anti-piratage dans son code, mais les hackers compétents arrivent à les contourner. Donc ça fait moins d'argent pour les développeurs, donc moins de bons jeux à l'arrivée. Et un employé de chez Sony, Riley Russell, il déclare « Le motif de cette procédure est la protection de notre propriété intellectuelle. La firme affirme que le piratage ferait perdre environ 8 milliards de dollars par an à l'industrie. » Et Hotz, à l'époque, il a 22 ans,
et il prend cette accusation très au sérieux. Tellement au sérieux qu'il poste une vidéo rap sur sa chaîne YouTube pour se foutre de la gueule du procès. Un clash juridique. Yo, c'est Geohot. Et pour ceux qui ne savent pas, Sony m'attaque en justice. Ils veulent nous sortir du tribunal pour nous traîner dans la rue. Je suis une bête, viens m'affronter dans le nord-est. Je garde mon œil ouvert. Il apparaît ensuite dans l'émission gaming Attack of the Show. Quand l'animateur lui demande pourquoi Sony l'a attaqué en justice, il répond en souriant « Parce que j'ai énervé Sony ». Ce qui est objectivement la réponse la plus honnête possible. Donc Sony, ils sont furieux. Et ils décident de ne pas s'arrêter à un seul hacker. Le tribunal fédéral de la Californie interdit à HOTS de hacker ou de diffuser toute information sur le système interne de Sony. Est-ce une victoire juridique pour Sony? Et si, à ce stade-là, il s'était arrêté là, peut-être que l'affaire serait oubliée. Mais non, Sony veut marquer les esprits pour pas que ça recommence. La firme oblige une autorisation judiciaire pour accéder aux données de Twitter, Google, YouTube et même son hébergeur. Ils veulent identifier tous ceux qui commentaient, likaient et interagissaient avec le contenu de HOTS. Ils récupèrent donc les adresses IP de tous ceux qui ont téléchargé les instructions de son site, puis ils vont même encore plus loin. Sony obtient aussi l'accès au relevé PayPal de HOTS pour connaître la liste de toutes les personnes qui lui ont envoyé des dons sur les 2 dernières années, peu importe la raison. Donc dans la vision de Sony, toute personne ayant le moindre contact avec Geohot devrait être sanctionnée. Donc Sony ne s'est pas contenté de rentrer dans la vie privée de George Hotz. Non, elle a aussi mis son pied dans la vie privée des milliers d'autres utilisateurs. Donc forcément les gens ils pètent un câble. Ils se retrouvent à payer des amendes, à être interdits alors qu'ils ont rien fait de mal. Et puis surtout, l'idée qu'une entreprise puisse fouiller aussi facilement dans la vie de simples utilisateurs, bah ça leur fait peur. Et pourtant, juridiquement, tout est propre. Sony respecte les règles, les procédures et les cases à cocher. Donc pour stopper ça, il suffit plus d'un hacker. Il faudrait quelqu'un de beaucoup plus puissant. Et là débarque le collectif Anonymous. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est une bande, c'est un joyeux chaos organisé. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de hiérarchie, juste une idée centrale, c'est la liberté d'expression. Donc ils luttent contre la censure et ils envoient leur gros doigt du milieu au gouvernement et aux multinationales. Et quand ils estiment qu'une ligne a été franchie, ils attaquent. Version clavier. En avril, un des membres lance un chat en ligne baptisé Opération Sony. Des gens du monde entier débarquent pour discuter de stratégie. Très vite, ça part dans tous les sens. Certains commencent à publier des données personnelles d'employés, d'avocats, de Sony. D'autres cherchent la meilleure façon de faire mal. Et finalement, ils optent pour une attaque DDoS. Saturer les serveurs de requêtes jusqu'à ce que tout tombe. Et en quelques heures, les sites de Sony et de PlayStation sont hors ligne. Et le problème, c'est que l'opération dérape. Certains appellent à des attaques personnelles. Donc des numéros de téléphone et des adresses privées circulent. C'est pas très propre. Ils balancent même l'adresse du PDG. Donc des gens commence à aller en bas de chez lui, à l'harceler. Tout ça terrifie beaucoup George Hotz. Il prie pour que Sony ne l'associe pas avec les Anonymous parce que lui, il a rien demandé. Lui, il a toujours agi à visage découvert. Et puis légalement, sans attaque personnelle. Là où Anonymous joue au chaos total, Hotz comprend qu'il a changé de dimension. Ce n'est plus un jeu intellectuel. Derrière lui, il n'y a plus seulement des avocats, mais toute l'industrie du jeu vidéo et de la cybersécurité qui le regarde respirer. Il a réalisé surtout une chose, c'est que le moindre des faux pas peut lui coûter très cher. Sa liberté notamment, s'il le met en prison. Et donc en avril 2011, George Hotz annonce officiellement qu'il ne hackera plus jamais les consoles PS3 ni aucun autre produit de chez Sony. Accord à l'amiable signé, la procédure est close. Donc pour lui, l'histoire s'arrête là. Mais pour Anonymous, mais pas du tout, parce que 2 jours après, ils annoncent une journée mondiale de la protestation contre Sony. Leur message est clair, c'est Geohot, lui, il fait la paix, pas nous. Ils appellent à enfiler des masques et à ramener des amis à se rendre devant les magasins de chez Sony, à foutre le bordel, à casser des vitrines. Donc Sony panique. Au Royaume-Uni, plusieurs boutiques ferment préventivement. À Manchester, la police monte la garde. Finalement, ça va, il n'y a eu aucune grosse émeute, aucun chaos, aucune grosse destruction. Pour Sony, c'est une grosse alerte, mais ils se disent que ils ont échappé le pire. Mais le pire, c'est ce qui va venir. Et donc encore 4 jours après, le 19 avril 2011, à 16h15 précise, dans les bureaux de Sony à San Diego, les ingénieurs voient un truc qui ne sont pas bons. 4 serveurs redémarrent en même temps, sans autorisation. Ils regardent les logs et comprennent très vite, les serveurs ont été piratés. Sony coupe immédiatement le réseau, mais trop tard. Les hackers ont déjà eu accès à environ 70 millions de comptes PlayStation Network. Mot de passe, date de naissance, email et même les données de carte bancaire. Les experts en cybersécurité parlent alors de l'une des plus grosses fuites des données personnelles de l'histoire. Là, ce qui est bon, c'est que pendant que j'enregistre ça, j'ai reçu une notif comme quoi tous les serveurs du réseau La Poste, tout est down aujourd'hui, ils se sont fait pirater. Mais c'est ouf quand même, on n'arrête pas de se faire tout pirater en ce moment.
Et donc une semaine après, Sony débranche complètement la PlayStation Network. Donc coupant la connexion des millions de joueurs dans le monde, qui se retrouvent juste avec leur console inutile. Et sans aucune explication, juste avec un petit message. Nous savons que certaines fonctionnalités du PlayStation Network sont indisponibles. Nous fournirons plus d'informations dès que possible. Merci de votre patience. On panique, mais on fait semblant que tout va bien. Chaque jour d'arrêt coûte environ 10 millions de dollars. Pendant ce temps-là, George Hotz prend ses distances. Il condamne publiquement l'attaque. Il explique que pirater des serveurs et voler les bases de données, c'est inacceptable. Et que toute la communauté hacker passe maintenant pour une bande de criminels. Le lendemain, rien ne change. Le service est toujours hors ligne. Sony demande encore de patienter et promet un retour sous 2 jours. Puis 2 jours après seulement, la firme admet officiellement avoir été attaquée de l'extérieur. Par contre, pour l'instant, ils parlent pas de la fuite des données personnelles. En interne, chez eux, c'est le mode urgence absolue. Les ingénieurs bossent jour et nuit pour colmater les failles. Et une semaine encore après, un nouveau coup de massue parce qu'un nouveau piratage a lieu chez Sony. Une nouvelle fuite détectée sur Sony Online Entertainment. Cette fois-ci, 24 millions de comptes supplémentaires ont été touchés. Et sur un serveur, un fichier nommé Anonymous est découvert avec un message simple et inquiétant. We are Legion. Nous sommes une légion. 4 jours plus tard seulement, Sony reconnaît enfin que les données bancaires de ses utilisateurs ont potentiellement été compromises. Ils font la conférence de presse à Tokyo et le PDG Kazuo Hirai apparaît devant les journalistes avec 2 autres dirigeants. Il s'excuse, puis 3 hommes s'inclinent profondément sous les flashs pendant environ 8 secondes. Le pardon version protocole japonais. Et donc il déclare officiellement « Nous présentons nos plus sincères excuses pour le désagrément et inquiétude causée à nos utilisateurs. » Et pendant ce temps-là, bien sûr, l'action de Sony chute brutalement. Les investisseurs doutent, un recours collectif est lancé, les clients exigent des compensations, ils accusent Sony de négligence et d'avoir réagi beaucoup trop lentement. Ah, donc pour eux, c'est une facture interminable et surtout une confiance brisée. Ah, c'est un scandale qui est directement entré dans l'histoire des jeux vidéo. Et donc, un mois après la cyberattaque, le PlayStation Network commence enfin à revenir à la vie. Progressivement, doucement, c'est comme un patient après le coma. Donc les joueurs peuvent relancer leur jeu, respirer un peu, sauf que chez Sony, le vrai cauchemar fait que commencer. L'affaire devient tellement sérieuse que le United States Congress s'en mêle. Un sous-comité sur la cybersécurité lance sa propre enquête. Et clairement, les membres du Congrès sont énervés. Sony connaissait les risques. Il avait reçu des alertes, mais n'a rien fait. Sony se défend comme elle peut. La marque affirme avoir réagi aussi vite que possible et avoir informé les utilisateurs dès qu'elle disposait des informations. Pour les cartes bancaires, ils disent que les numéros étaient chiffrés, mais malheureusement, le reste ne l'était pas. Donc les mots de passe, eux, étaient stockés en clair. Donc en gros, même si les cartes bancaires, normalement, ça n'a pas fuité, les hackers ont eu accès à plein de pseudonymes et mots de passe. Donc ils pouvaient se connecter à d'autres comptes si les gens utilisaient les mêmes mots de passe. Ça ouvrait une porte à une avalanche de piratage. Et donc pour eux, Sony a violé la loi sur la protection de données personnelles. Par contre, ce qui est bidon, c'est qu'ils ont une amende de seulement 395 000 $. Pour Sony, mais c'est même pas de la petite monnaie, c'est de la poussière. Les dégâts de chez Sony sont finalement estimés à 171 millions de $. Et bien sûr, ça, c'est sans parler de la réputation, mais j'ai l'impression que de toute façon, là, il y a quoi, genre 10 ans, 15 ans après, tout le monde s'en fout, ils continuent d'acheter Sony, de s'enregistrer, de payer des fortunes pour les jeux vidéo, de se faire arnaquer. Mais bon, c'est comme ça, c'est toujours les grosses sociétés qui gagnent. Et en début 2012, les autorités américaines veulent attraper ces hackers. Donc, ils annoncent les inculpations contre les 6 hackers qui sont accusés d'avoir piraté Sony, mais ils n'arrivent pas encore à les trouver. Puis tout s'effondre à cause d'un seul homme. C'est Hector Monségur, alias Sabu. Arrêté à New York en 2011, il risque jusqu'à 120 ans de prison. Et à ce moment précis, il fait un calcul très simple et il décide de coopérer avec le FBI. Et donc, il devient la baltringue du FBI. Il va dans des salons de discussion pour hackers, il enregistre tout le monde et il balance toutes les infos. Et après plusieurs mois d'infiltration, le FBI lance l'opération mondiale. Et en fin 2012, ils arrivent à choper et arrêter tout le monde. George Hotz, qui n'a jamais collaboré directement avec ces personnes, malgré leur soutien à la base, il lâche une phrase devenue culte. Mon verdict technique, c'est que s'ils avaient vraiment été bons, ils ne se seraient jamais fait attraper. Ce qui est marrant, c'est qu'officiellement, Sony n'a jamais obtenu de reconnaissance officielle que c'est Anonymous qui les a piratés. Et donc, après toutes ces histoires, la vie de George Hotz, elle change radicalement. Il se prend une interdiction à vie d'utiliser les produits Sony, mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'il est recruté par Facebook. Mais ça l'ennuie très vite. Donc, il part chez Google. Et puis là-bas aussi, même problème. C'est trop la routine, c'est pas assez créatif. Jusqu'au jour où Elon Musk l'appelle. Et à l'époque, Tesla utilise l'autopilote AP1, développé par Mobileye. Et Musk, il aime pas trop dépendre d'un logiciel externe. Il veut son propre système. Il propose alors un deal à Hotz. C'est de créer
un autopilote au moins aussi efficace, mais en seulement un mois. Et s'il y arrive, il lui promet 12 millions de dollars. Mais par contre, s'il a du retard, c'est moins 1 million pour chaque mois de retard. Un contrat digne d'un film. Alors George, il adore l'idée, mais il refuse. Il explique en fait qu'il veut bien créer un autopilote, mais pas pour une seule entreprise. Il veut un système universel, installable sur n'importe quelle autre voiture, avec un code ouvert, que d'autres ingénieurs pourront améliorer. Sa logique, elle est donc simple. Si je te donne tout, tu feras un système fermé où les utilisateurs seront prisonniers de tes règles. Moi, je veux que les gens soient libres. Et en 2015, il fonde sa propre boîte, Comma AI, et il développe un autopilote fonctionnel et un dispositif adaptable presque à toutes les voitures. Pas seulement sur les Tesla. En tout cas, ce qui est ouf, c'est que sa philosophie, elle est restée intacte. Il restait fidèle à lui-même. George Hotz aurait pu devenir très très riche très vite, mais il a préféré rester fidèle à lui-même. Et franchement, dans le monde de la tech et du piratage, c'est très respectable. Franchement, gros big up à lui. Alors mets un gros like si tu respectes ce genre de comportement. En tout cas, mes Yagadou, moi je vous fais un maximum de Yagadakis et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt. Je vous laisse, hein. Ah, vous me dérangez, hein.